On est le 2, plutôt le 3 février. Je vais essayer d'intituler cette intervention comme ça au départ. Je pense à il est 2h40. Il est 2h40, un titre comme un autre, puisque je n'arrive pas à en trouver qui puisse vraiment me donner une bonne base de départ. J'avais pensé à stratification, et puis il est 1 heure. Bien sûr, c'est l'heure exacte, mais il est, c'est 1 heure exacte pendant un certain temps et après, elle ne le sera plus. Euh, il est 2h40, donc il est 2h41 même, et en ce moment même, il y a des choses de l'ordre de l'inhabituel qui sont en train de se produire. Il y a du changement dans la vie de certaines communautés vivantes, toujours. Alors je vais au-delà de la communauté humaine et je passe à un niveau supérieur, celui de la communauté des vivants. Alors évidemment, là j'entre dans le très 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 grand, presque l'infini. Si tant est que l'infini puisse exister, mais en tout cas, c'est un ordre de grandeur vraiment très, très important. Quand on doit inclure là, quelque part, quand on doit compter un peu avec les quantités de vivants possibles, et ce sans distinction de taille, alors à ce moment-là, on se retrouve avec quelque chose avec un chiffre qui n'a pas, comment on dit, dont on ne peut appréhender l'étendue ni la signification réelle, si tant est cela puisse avoir une signification. Voilà, il est 2h43 même. Alors, euh, je viens d'écouter un bout d'une fiction de peut-être Bergman, j'ai oublié. En tout cas, quelque chose comme ça qui est passé sur France Culture, de ces programmes qui passent la nuit. Et donc, voilà, on voit la fiction, l'intérêt de la fiction, c'est qu'elle établit une sorte de vie, elle donne vie aux mots. Quand il y a deux personnes ou plus qui sont dans un échange, cela crée, cela fait penser, cela imite un peu la réalité, sauf que la réalité, par contre, elle peut ne pas imiter la fiction. La réalité, quelquefois, elle est faite de silence. On n'a rien à se dire, tandis que la fiction, elle, il faut qu'il y ait quelque chose. Même pour parler d'une personne seule, il faut que cela passe par les mots. On ne peut pas filmer quelqu'un, on pourrait filmer quelqu'un qui ne fait rien, cela je pense a été déjà fait, qui ne fait rien, strictement rien, ou qui fait des choses, qui fait un peu les mêmes choses, qui ne change pas de place, qui ne change pas d'occupation, quelqu'un qui n'interagit avec rien de vraiment spectaculaire, quelqu'un qui serait dans une sorte de rapport étroit avec l'instinct. Il mange, il digère, puis il défèque, il pisse, il boit, il se déplace. Pour cela, il doit quand même se déplacer un peu, mais il ne fait que cela.
c'est le strict minimum. Il va quand même devoir se faire à manger puisque il n'a personne pour le faire. Donc, mais cela peut être ce qu'il fait un jour, il peut le refaire le jour d'après. Donc, il n'y a pas de changement non plus. Toujours le même milieu, le même air. Il y a une chose que certaines personnes peuvent dire parce qu'ils créent quelque chose et ils peuvent être comment dire, incommodés ou plus par le non-respect des droits d'auteur, mais il y a une chose encore plus importante, c'est quand vous produisez quelque chose et que cela n'intéresse personne, même pas ceux qui pourraient essayer de l'avoir gratuitement. Voilà une chose. Quand vous parlez et que vous avez là devant vous le spectacle d'un désaveu, d'un désintérêt, voire d'un désaveu de la part des rares auditeurs, alors vous posez la question, pourquoi je continue de faire cela? Alors j'essaie de prendre ma respiration pour trouver comment me lancer, puisque je ne peux pas parler d'une relance, puisque je suis encore à essayer de me placer dans cette prise de parole. Je ne sais comment quoi dire, ni voilà, et comment je pourrais le dire. Il y a des endroits, voilà, j'ai trouvé, mais je vais dire ça avant, puis je passerai à autre chose. Donc, il y a des musées qui exposent des choses, alors musées privés, publics, ou semi-privés, semi-publics. En tout cas, il y a des institutions qui permettent la vue de certaines choses considérées comme importantes, voilà, qui ont appartenu à des gens importants ou à des périodes historiques importantes. Mais chaque individu a son propre musée. Si je mets ça comme ça ne veut rien dire. J'ai rencontré quelqu'un qui a paru être intéressé par moi, un homme, moi aussi j'étais un homme, et donc je sais pas, on vendait tous les deux à la sauvette. Apparemment il y a quelque chose qui, j'en sais rien, et puis il m'a offert quelque chose comme ça qui fait, alors que je n'ai jamais lu, mais c'est comme ça. Et ça, je le garde précieusement depuis plus, on va dire, plus de 20 ans. C'est pour la détestation de soi telle que redondante à l'unité. Oui, le mot redondance. Ah là là. Et c'est un mot qui m'a beaucoup parlé à un moment. Voici donc le musée. Ce papier n'est pas important. Il dit qu'il y a une rencontre qui n'a pas débouché sur quelque chose, puisque cette personne m'a invité chez elle. Et à l'époque, je ne sais pas, je pouvais être accepté ou refusé. Je me suis senti un peu intimidé. J'y suis pas allé. Qu'est-ce que j'ai raté? Sûrement quelque chose, peut-être un souvenir.
que j'aurais pu, quelque part, là aussi, dont j'aurais pu me retrouver dépositaire. Et c'est vrai, aujourd'hui, je me retrouve avec une quantité de souvenirs limitée et il m'aurait été assez utile d'en avoir plus, pourquoi pas. Au moins, peut-être pour faire un équilibre avec les mauvais souvenirs, avec les souvenirs dont j'ai pas envie de posséder, mais que je possède malgré moi. Alors, bon, j'espère que cette personne, j'espère que la vie de cette personne était à la hauteur de son âme, peut-être belle, peut-être sympathique. En tout cas, j'espère que la vie ne lui a pas été trop défavorable et qu'il a pu jouir de quelques années, belle compagnie et belle réalisation. Voici donc, je passe au cœur de cette oralité. C'est peut-être une chose que j'ai entamée qui s'appelle penser pour moi-même. Alors je vais essayer d'imiter un peu ça, même si j'ai pas beaucoup écouté, donc je ne peux pas savoir si je vais imiter ou pas. En tout cas, je vais faire une sorte d'extrapolation, essayer de me placer comme Marc Aurèle. Peut-être je ne vais pas y arriver, je le sais, mais il vaut mieux, on dit, prévoir que guérir. Souvent, nous nous lançons dans des entreprises qui se révèlent fort dommageables pour nous. Nous avons une haute idée, parce que nous avons une grande confiance en nous-mêmes, une haute idée de nous-mêmes, et nous pratiquons un peu une sorte comment dire, nous manquons de sagesse et de retenue. Il vaut mieux avoir plus de retenue que l'inverse. Cela au moins vous préserve d'un certain nombre d'erreurs inutiles et souvent très regrettables. Il vaut mieux avoir des regrets sur des choses qu'on n'a pas faites parce qu'on a préféré rester à l'écart, plutôt que de regretter d'avoir répondu aux sirènes d'une quelconque, d'une ou d'une autre tentation. Les sirènes, c'est très captivant. On est tenté d'abandonner toute raison, tout contrôle de soi et de se lancer corps et âme pour répondre à cet appel. Il faudrait toujours avoir sur soi des morceaux de cire pour se boucher les oreilles et pour quelque chose pour se couvrir les yeux, pour ne pas voir, et aussi quelque chose pour se fermer la bouche de peur, car il y a des moments où il ne faut rien dire, il ne faut pas voir, il ne faut pas entendre. On entend tellement de choses parce que on désire entendre. On voit tellement de choses parce qu'on est curieux, parce qu'on est trop curieux, parce qu'on est téméraire. Et puis on dit des choses sans les peser. On dit quantité de choses.
Alors on se crée des inimitiés sans nombre. J'ai dit, et je pensais ne pas dire, ne pas parler très, très mal, et pourtant, je suis sûr d'avoir fait mal, d'avoir indisposé. Et il y a sûrement quelqu'un qui est en train de me maudire tout le temps, parce que je lui ai fait mal. Et cette chose-là, et cette blessure ne veut pas se fermer. Alors, donc dans le même style, c'est ça le problème. Donc, tant de mots pour expliquer, pour justifier. Il est dur de vivre l'après, de supporter l'après. Une action et puis des conséquences infinies. Une action, pas plus. Et puis il faut payer toute sa vie. Alors évidemment, l'erreur ne se rachète jamais. Car il n'y a, comment dire, et on n'a même plus la possibilité de s'excuser. Et on n'a même plus la possibilité de réparer qu'on sait soi-même. Alors des tonnes et des tonnes de pourquoi et comment. Pourquoi et comment, et on s'égare, on se perd, on dérive à l'aveugle dans ces océans infinis, sombres et inquiétants de sa propre perte, cet univers que l'on s'est créé, univers plein de ressentiments, plein d'amertume et plein de reproches. C'est, je ne sais pas si c'est ça penser pour moi-même. Il faut avoir un ange gardien, mais pas que gardien, un ange conseiller. Un ange qui sonne l'alarme dès que l'on risque de commettre l'imparable. Et souvent, cet ange, nous faisons tout pour le faire déguerpir. Nous trouvons qu'il est trop protecteur, qu'il est trop présent, qu'il se mêle de ce qui ne le regarde pas. Cet ange-là, il n'a pas sa place. J'ai pas besoin, je veux pas de gardien, je veux pas de conseil, je veux être libre. Je le dis et je le redis, je le revendique, et pourtant, je vais le payer cher cet instant. Cette volonté d'émancipation va me coûter très cher. Et aujourd'hui même, j'appelle l'ange que j'ai renvoyé. Il ne répond pas parce qu'il est occupé ailleurs. Ça y est, il a trouvé à s'occuper et il n'y a personne pour moi. Oh, c'est pas que j'ai encore besoin d'ange gardien. Je ne prends plus de risques. Je ne fais plus rien, je ne dis rien.
je me mets en retrait pour préserver le peu qui me reste. Penser pour moi-même. Toi qui as voulu porter ombrage au Dieu, qui a voulu parler d'égal à égal avec les dieux, qui a montré, qui a joui, qui s'est roulé dans sa, comment dire, qui s'est moiré dans sa propre personne. Tu as aimé être irrespectueux, être transgressif. Tu as aimé ça. Vois-tu, les dieux, ça ne leur fait pas grand-chose qu'un individu quelconque essaye de s'en prendre à eux. Les dieux, par définition, ils sont inaccessibles. Ils t'entendent pas. Les dieux, ils sont entre eux. Ils vivent leur vie de Dieu, ils sont dans leur monde. Alors toi qui crois pouvoir les intéresser, tu te trompes. Tu te racontais des histoires, tu te faisais tu vivais ton rêve. Tu t'illusionnais, voilà. C'est ça la vérité. Donc ça vient difficilement penser pour moi-même, penser pour les instants difficiles, pour les instants contraires, pour les instants contrariants. Le temps est la seule chose qui nous laisse sans désarmer. Le temps nous apprend toujours quelque chose. Quoi qu'on fasse, quelle qu'elle puisse être notre préparation, nous n'arrivons jamais à anticiper ce que le temps va faire de nous. Le temps nous inflige défaite sur défaite. Le temps contrarie nos plans, les plus approfondis, les plus étudiés. Le temps défait tout ce que je parle et je suis sûr que le moment où je ne vais plus pouvoir le faire, ce moment-là va venir. Je parle et c'est uniquement une sorte de sursis que l'on m'a accordé. Je parle et demain peut-être je ne pourrai plus le faire. Déjà que je suis
détaché de certains de mes possessions les plus intimes. Je me retrouve exilé de ma propre vie, exilé de mes propres rêves et de ma propre démesure. Je colle à une réalité qui cherche à m'annihiler. Puis j'essaie de me saisir d'elle, plus elle serre son étau autour de ce qui me reste comme possibilité de vivre et de possibilité d'être dans le monde. Quelque chose s'acharne à m'éloigner de ce qu'est la vie. Elle m'empêche de connaître la joie. Elle ne me fait cadeau de rien. Ou plutôt, il me fait cadeau d'une tragédie après l'autre. Voilà, je vis dans la tragédie d'avant-hier, d'hier, et je me prépare à la tragédie de demain. Je suis entre deux tragédies, entre deux trajets vers l'enfer. Je suis entouré de quelque chose qui s'avance pour m'écraser, pour me réduire à une sorte de pulpe qui n'a plus aucune, qui ne ressemble plus à rien. De plus en plus, je suis réduit à un squelette, un corps décharné. J'ai plus rien d'un être humain. J'ai plus rien de ce qui peut faire l'intérêt d'un être humain. C'est pas donc ça. Alors, penser pour les temps difficiles, c'est toujours pas évident à installer. Donc, bon là, c'est vrai qu'il faut s'échauffer. Pour ce qui est de quand on veut faire des exercices corporels, on doit s'échauffer. Quand on veut faire des exercices vocaux, on doit s'échauffer. Malheureusement, pour ce qui est de la voix, comme ça, pour la prise de parole, si on s'échauffe, il faudrait parler sans s'enregistrer. Mais ce n'est pas possible. Alors parce qu'on a peur de perdre quelque chose. Parce que une chose qui a été dite, après, on en perd la trace. Parce que il n'y a plus de mémoire, et puis la mémoire, elle a ses limites, quoi qu'il arrive, elle a ses limites. Donc, on enregistre un peu l'entraînement, voilà, c'est les difficultés à composer quelque chose. Voilà, et tout est donc audible et très clair à l'entendement. Ça ne marche pas. Quelquefois, ça marche de façon assez fluide, mais c'est pas toujours le cas. Le fluide, quelquefois, quand on fait un récit, ça va.
Mais quelquefois même dans une forme plus créative, ça peut se passer aussi. Mais là, ça dépend, ça dépend. Tout dépend. Et là, par la difficulté actuelle, je démontre que cet exercice, ben, on ne peut pas dire qu'on le maîtrise. On ne peut pas dire non plus qu'il est capricieux, mais il a ses moments. Il faut accepter qu'on ne soit pas dans le bon moment. Et malgré tout, voilà, j'enregistre ça. J'enregistre pour dire. C'est vrai, je conseille les gens qui ont du temps à lire les auteurs antiques, les auteurs latins, etc. C'est intéressant, c'est très déstabilisant d'entendre, alors c'est peut-être l'effet de la traduction, d'entendre la langue, notre langue, les choses dites, avec les mêmes catégories d'analyse ou d'approche, etc. C'est une chose que j'aurais pu dire moi-même. C'est très déstabilisant. Et donc, à imiter, c'est pas évident. Donc, pensez pour l'instant qui s'en va, puisque tout à l'heure j'ai commencé par dire l'heure, pensez pour l'instant au toit-ton qui fuit, voilà, donc c'est évidemment le poème, mais Lamartine ou un autre, je ne sais plus. En tout cas, pensez pour l'instant quand on est dans un instant qui n'est pas un instant normal, loin de là, qui est un instant spécial, on crée quelque part une sorte de choses anormales en essayant de parler à cette heure-ci. Quelquefois, il faut s'avouer vaincu. Voilà, donc j'ai pas le courage, j'ai pas la force de continuer. Il est 3 heures et quelques, ça ne, ça ne veut pas s'installer. Donc pensez pour l'instant qui s'en va, pour l'instant qui fuit, pour l'instant qui passe. Pensez, j'avais j'avais tenté penser l'instant, c'est vrai. Donc c'est pas une première fois, mais donc il y a une sorte de retour. Mais voilà, penser pour l'après, penser pour l'au-delà, penser pour l'au-delà de nos vies, l'au-delà de nous, penser pour l'après-espoir, pour l'après-vie, penser pour l'après, penser pour les temps, les temps, il y a une volonté d'envoyer, enfin de se préparer le plus possible à ce qui va arriver, à cette étape finale qui, a priori, risque d'être une étape pénible. Et donc d'essayer d'en parler le plus possible pour, en tout cas, au moins au niveau des mots, au niveau mental, se familiariser avec elle. En parler pour la banaliser, pour la rendre moins féroce, finalement, moins destructrice, moins impactante. Voilà donc, alors penser, les pensées au secours d'une âme en peine. Il faut croire. Faut-il croire ou ne pas croire? Faut-il croire qu'il y a un secours possible, qu'il y a une providence? Là, je reviens sur ce terme.
Faut-il penser qu'il y a malgré tout quelque chose d'autre, quelque chose de mieux peut-être? Penser, espérer que tout ce que l'on a traversé, tout ce que l'on a tenté, tout ce que l'on finalement on n'a pas réussi, toutes les souffrances que l'on a dû supporter, toutes les avanies et toutes les déceptions et toutes les trahisons et tous les abandons et toutes les trahisons donc et toute cette adversité, faut-il penser que cela ne nous profitera pas, tous ces enseignements accumulés? Comment je pense j'ai droit à quelque chose d'autre, j'ai droit à une vie. Après cette vie de malheur, j'aimerais pouvoir connaître le bonheur et la félicité. Alors, je vais contre toute raison construire un au-delà avec un paradis, un enfer. Un paradis pour moi et un enfer pour mes ennemis, pour les traîtres, tous les traîtres et tous les mal intentionnés et tous ceux qui ne se gênent pas pour faire du mal à autrui, tous ceux qui ont profité des autres pour augmenter leur richesse, leur pouvoir, etc. Donc, un paradis, oui, un paradis, c'est pas cher payé. Je suis prêt à croire, pourvu que on me garantisse l'accès au paradis. Ça ne me coûte rien. J'ai l'habitude de montrer de l'obéissance, de montrer de la docilité. Oui, voilà. Un mot bien placé. Oui, avant, je pouvais dire, je suis un docile qui s'ignore. Aujourd'hui, je suis un docile qui s'assume. Je suis prêt à faire montre de plus même, quitte à ce qu'on m'assure une place dans le lieu le plus envié ou le plus désiré de tout l'univers. Voici donc une tentative pour rester présent dans le propos. Et donc, penser que l'on a de l'intelligence, qu'on a la capacité de comprendre ce qu'il y a autour de soi et de savoir comment on doit y réagir, etc. L'intelligence et penser que l'on est intelligent est peut-être l'erreur absolue, la seule qui soit vraiment mortelle. Oui, j'ai souffert de cette erreur-là. J'ai cru que je pouvais posséder le monde
à partir en faisant usage de mots. Si je pensais qu'il suffisait, il suffisait d'avoir quelques éléments pour comprendre la totalité et ou l'ensemble de ce qu'il y a. Mais j'ai pas compris que toute ma compréhension n'est que une sorte d'illusion, que je ne comprenais que pour mieux me tromper. À chaque fois, j'avais encore des choses à comprendre, à assimiler. Il fallait faire preuve de modestie, et voilà. Donc mes erreurs ne m'ont rien appris aujourd'hui. Je voudrais profiter de tous les enseignements reçus, mais je n'ai plus la force, je n'ai plus les opportunités, je n'ai plus la jeunesse pour cela. Je comprends qu'il faut faire preuve d'une certaine discrétion. Il faut parler juste ce qu'il faut, ne pas se précipiter, ne pas se prendre au jeu des joutes verbales, ne pas se tromper d'adversaire, ne pas croire que toutes les batailles doivent être menées. Il faut renoncer quelquefois à une bataille, voire à une guerre. Il faut savoir se retirer. Il faut savoir même s'avouer vaincu, car cela peut vous préserver. Ne pas céder aux provocations, ne pas entrer dans le jeu des autres, ne pas céder aux tentations les plus évidentes, ou même et encore moins celles, comment dire, ne pas céder aux tentations les plus subtiles et encore moins à celles qui sont les plus voyantes. Donc c'est laborieux, mais ça prend un petit peu forme, et j'aurais été heureux, vraiment heureux, d'un bonheur pas possible si je pouvais installer une quelconque passerelle entre moi et Marc Aurèle. Parce que je trouve intéressant d'abolir le temps et l'espace aussi, mais d'abolir le temps quelque part, mais je trouve que il y a une familiarité entre lui et nous tous, pas seulement moi, nous tous de cette époque. Il y a un air de famille, et je peux le comprendre, et je pense qu'il aurait pu me comprendre aussi. Bon, moi je m'inspire un peu de lui, donc quelque part j'aurais été son élève, ou son suiveur, ou son imitateur. Bon, il y aura une petite différence entre nous, mais voilà. C'est très... il est tout aussi dangereux finalement de séjourner trop longtemps dans une sorte de rapport un peu incestueux avec soi-même. À force de se fréquenter, on finit par se perdre, par engendrer quelque chose qui n'est pas totalement viable. Là, je
je fais un peu dans la biologie, c'est pas viable. Et à trop se parler à soi-même, à trop s'envoyer des mots. Oui, l'on peut faire semblant, je ne l'ai jamais fait concrètement, de recevoir une lettre, de recevoir quelque chose, juste pour aller regarder sa boîte aux lettres et trouver quelque chose qui viendrait de soi. Mais voilà, mais ça compte comme une lettre envoyée par une connaissance. Voilà, donc qu'on ouvrirait comme Mr Bean, qu'on ouvrirait avec beaucoup de délectation et de plaisir, et puis voilà, qu'on garderait précieusement comme si elle venait vraiment d'un ami ou d'une amie, voilà. Alors, penser que l'on pourrait, tiens, je me mettrais à penser pour moi-même, je mettrais des petits messages un peu partout, et chaque fois, sous l'oreiller, sous quelque part entre, je coincerais que je coincerai n'importe où. Et chaque fois que je tombe sur un de ces messages, je dis, ah, tiens, celui-là, il va falloir s'y conformer aujourd'hui même. Celui-là, dorénavant, il fait partie des choses auxquelles tu dois te conformer. Voilà, et je m'ajoute comme ça une sorte je me crée comme ça une sorte de ligne directrice, une sorte de moyen de me rappeler l'essentiel et de me prévenir un peu et de m'obliger finalement à choisir la voie de l'effort, la voie plutôt que celle du laisser-aller et de la torpeur. La torpeur qui précède l'état de mort. Voici qu'on est dans une certaine... on glisse lentement, très lentement, vers une sorte une sorte d'état végétatif. Il n'y a plus rien qui nous touche, il n'y a plus rien qui nous atteint. On n'a plus de réaction. On est trop abattu pour pouvoir réagir, même vis-à-vis des choses les plus extrêmes. Je réagis pas, je réagis plus. Bon, je constate, je prends note de l'information, mais je ne réagis plus. Ainsi donc, penser pour l'après. Il y a quelqu'un qui a marché sur cette route. Il a posé un premier pas. Et puis, il a suivi. Un deuxième pas a suivi. Toute une série de pas qui l'ont mené vers une destination lointaine. Il marchait sans donner l'impression qu'il savait où il allait. Il suivait le premier chemin qui se présentait. Marchait droit quand c'était possible, puis il suivait les sinuosités du terrain. Il pensait que sa destination devait se trouver quelque part, que c'est le chemin qui va fabriquer la destination. Il pensait que chaque pas
le rapprocher de son lieu d'élection ultime, à l'endroit qu'il se choisira pour terre d'accueil, pour terre d'enracinement, pour terre finale. C'est là qu'il va s'installer et demeurer jusqu'à son dernier instant. Il choisira d'habiter cette terre sous une forme ou sous une autre. Aujourd'hui, il marche sur cette terre et demain, il sera à l'intérieur de cette terre. Il va entamer un nouveau voyage pour une destination là d'une autre nature, une destination dont il n'a aucune idée. Il sait que le voyage sera long, très long, ça prendra des millions, voire des milliards d'années. Mais il n'est pas pressé. D'ailleurs, il n'était jamais pressé. Il vivait l'instant. Il appréciait chaque goulet d'air, il appréciait chaque chose qu'il voyait autour de lui. Il n'était jamais pressé d'arriver quelque part. Il a comme une idée confuse de ce qu'il attend après l'ultime voyage. Il aimerait que ce soit un lieu accueillant, un lieu régénérant, un lieu hospitalier. J'espère que... Donc, une autre façon d'écrire, simplement, donc l'après, comment l'idée du voyage, évidemment, métaphore, voyager, c'est vivre, voilà, vivre tout en se déplaçant dans le temps, tout en ayant un corps qui est marqué par le mouvement du temps. Voilà, comme un corps qui serait traversé, voilà, qui est traversé par des particules cosmiques et dont ils ne seront aucunement compte. Voilà, le temps passe et nous avons toutes les difficultés du monde à nous rendre compte, à prendre conscience de son passage chaque fois qu'il passe. Nous faisons beaucoup d'efforts, mais finalement ce ne sont que des abstractions. Comment pourrais-je me rendre compte du temps qui passe réellement, de quand j'ai commencé il y a 1 heure à peu près, et puis maintenant, comment je pourrais dire, j'étais là il y a quelque temps, j'étais quelque part, puis maintenant je suis ici. Je n'ai pas changé de lieu, je n'ai pas changé de nature, je n'ai pas changé de vie, je n'ai pas changé de destin. Et pourtant, quelque chose s'est passé. Alors, comment on le sait? On le sait dans sa chair? Non, on le sait en regardant l'heure. Mais le temps, ce n'est pas l'heure qu'on voit. C'est ça et sûrement beaucoup plus. Et c'est autre chose. Et beaucoup d'autres choses. Alors voilà, donc simplement pour finir, donc j'essaie d'arriver à 1 heure, donc je fais un effort pour remplir. Et donc penser soit dans une sorte, non pas d'effarement, mais d'une sorte
d'incrédulité. C'est moi qui suis arrivé à cet état, c'est bien moi, mais ce n'est pas moi. Je ne peux pas accepter que ce soit moi véritable qui est installé là, dont j'ai le reflet en face de moi. Ce n'est pas moi, nullement moi. C'est un autre qui se prend pour moi, ou c'est un autre moi dans une version alternative, mais ce n'est pas moi. Moi, je suis encore en train de marcher, de galoper, de cafalcader pour pris dans un élan d'énergie illimitée. Je cours et je cours et je cours et je ne me fatigue pas et je cours et je traverse les contrées après contrées. Je regarde le paysage, je vois les vallées, les monts, les montagnes, je vois changer les gens, je vois. Et pourtant, c'est un autre être qui est là. C'est encore moi qui est là, assis, qui ne bouge pas d'un millimètre. Et qui fait ça jour après jour, sans que cela l'interpelle ou l'alarme plus que cela. Il constate. Il est témoin de sa propre décrépitude, de sa propre immobilité, de sa propre impuissance. Voici donc une chose qui est comme ça. Alors parler, c'est l'acte le plus concret que je puisse faire. L'acte qui est inutile, mais en même temps, au moins, il est là. Je peux le produire comme preuve dans cette guerre non déclarée entre moi et moi. Je me dis que je ne compte pas, que je ne fais rien, que je suis inutile et je dois quelque part mettre en place quelque chose qui doit me prouver que je ne suis pas si inutile ou si improductif que cela. Bien sûr, la valeur de cette production est assez peu haute. C'est quelque chose que l'on pourrait avoir du mal à juger. Simplement, la valeur n'est pas toujours là où on la cherche. La valeur, elle est peut-être dans un mot que l'on aura prononcé, que l'on aura introduit. Un mot qui aura peut-être échappé à notre attention. Mais il est passé par mes lèvres, il est passé par ma bouche, je l'ai articulé. Ces mots, voilà, quelqu'un qui l'entend, il va le saisir, il va lui faire bon accueil, il va vraiment le considérer comme il se doit. Simplement, c'est quand on a un rendez-vous, on a hâte que le temps passe parce que on veut que l'heure du rendez-vous s'approche. Et pourtant, on devrait non pas essayer de compresser le temps, d'abolir le temps, on devrait vivre chaque instant. Comme l'on dit, vivre dans une sorte de proverbe que je n'ai jamais très bien compris, vivre à l'instant comme si ça devait être le dernier, et peut-être aussi, je sais pas, il y avait une sorte de paradoxalité, une sorte
En tout cas, vivre l'instant, c'est pas possible de vivre l'instant comme si c'était le dernier, car si c'est le dernier, on serait dans un autre état, un état de faiblesse absolue, et on aurait même du mal à aligner le moindre mot. Voici donc que je me dis au revoir ou adieu, je n'en sais rien, j'ai fait un petit effort, c'est bon, ça suffit.